vos applaudissements, messieurs les premiers ministres, Édouard Philippe et Bernard Cazeneuve. Peuple de la Sorbonne, cette conférence s'annonce exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est évidemment la personnalité de nos deux invités. Deux hommes politiques de grande expérience qui ont ces dernières années chacun marqué leur action par la vie politique française. Deuxième raison pour laquelle cette conférence est exceptionnelle, parce que nous recevons deux invités. Et c'est inhabituel pour débattre en Sorbonne. Nous avons souhaité proposer ce soir un débat, un échange, un regard croisé. En ces temps troublés, nous pensons que c'est notre esprit critique qui nous sauvera. Et cet esprit critique, précisément, doit être nourri de différents points de vue. Alors je vous propose de rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Messieurs les premiers ministres, vous êtes ce soir face à un public majoritairement étudiant, un public jeune, qui est probablement inquiet, dans l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Et les questions que l'on a souhaité vous poser, auxquelles vous répondrez avec vos convictions, votre expérience politique respective, ont un fil rouge: les crises. En matière de crise, nous avons le choix. Faillite de l'État français, crise existentielle européenne face à la menace russe, crise de la confiance des citoyens dans le politique, crise écologique, crise démographique, etc. etc. Alors, moi j'ai l'honneur de vous poser la première question ce soir. En tant qu'ancien Premier ministre, quel vous semble être l'enjeu le plus pressant, la préoccupation première qui devrait être celle des élus en fonction aujourd'hui? Je vais commencer. Et la prochaine, ce sera toi. Vous avez raison, en fait, de crise, on est assez servi. Et beaucoup sont extrêmement pressantes. Et le fait de choisir une des crises qui vous semble la plus pressante ne veut pas dire que vous ne voyez pas les autres. J'aurais pu mettre en premier probablement la crise écologique, parce que je pense qu'elle est là. J'aurais pu mettre la crise financière, parce que je pense qu'elle arrive. Mais je ne vais pas parler de ces deux-là, je vais parler de celle qui me paraît la plus nette aujourd'hui, qui est la crise, la faiblesse et la mise en cause que vivent les démocraties libérales, non pas au sens du libéral tel qu'il peut être trop souvent exprimé, mais au sens de la démocratie libérale représentative, telle qu'elle a été conçue au XIXe et telle qu'elle s'est mise en place au XXe et qu'elle existe encore aujourd'hui. Je suis extrêmement frappé par les menaces qui pèsent, les remises en cause idéologiques, politiques, extérieures qui pèsent sur les démocraties libérales, avec les contestations aussi dont elles font l'objet. Alors elles n'ont jamais été incontestées. Pendant longtemps, les régimes communistes mettaient en cause les apparences de démocratie, de la démocratie libérale par rapport à la démocratie réelle qui vivait de l'autre côté du rideau de fer. Elles ont été contestées de l'extérieur et de l'intérieur depuis longtemps, bien sûr. Mais moi, je suis frappé de la puissance de cette remise en cause, de la fragilité dont elles font preuve, de l'absence de contre-pouvoir qui s'exprime lors de ces remises en cause. C'est très net aux États-Unis, mais ça n'est malheureusement pas vrai qu'aux États-Unis. Et je trouve que pour les 20 ou 30 années qui viennent, là où, quand j'avais votre âge, et pardon de jouer au vieux schnock, mais quand j'avais votre âge, c'est-à-dire quand le mur de Berlin tombait et qu'on pensait que nous allions réussir à organiser le monde sur le modèle intellectuel qui avait prévalu lors de l'organisation et du développement des démocraties, c'est-à-dire une régulation fondamentalement par le droit, eh bien nous voyons qu'il n'en est rien. Nous voyons que le droit a laissé la place à l'expression la plus pure du rapport de force, que la régulation multilatérale est en train de s'effondrer sous le poids des ambitions unilatérales et des volontés de puissance, que les forces de rappel traditionnelles au sein des démocraties sont incroyablement timides. Et je trouve qu'il y a là quelque chose, pour moi qui suis certes profondément républicain, mais, et donc profondément démocrate, il y a là quelque chose qui m'inquiète terriblement.
Vous nous interrogez sur le fait de savoir quelle est la crise qui domine. Pour moi, la crise qui domine, c'est celle qui nous empêche dans les sociétés contemporaines, notamment les sociétés démocratiques, de continuer à véhiculer de nous-mêmes, lorsque nous nous représentons en tant que société, une vision d'unité et d'indivisibilité qui nous permettent de continuer à vivre ensemble. Et ce sujet-là, il a fondamentalement quelque chose à voir avec la question démocratique que vient d'évoquer Édouard Philippe à l'instant. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre notre capacité à vivre ensemble et la représentation que nous faisons de ce qu'est la démocratie et de la manière dont elle doit s'équilibrer ? D'abord parce que ce qui, notamment dans la construction politique française, mais c'est vrai également d'autres nations, a singularisé le processus d'émergence de la nation et de la représentation que les peuples avaient de la nation, en France, c'est la préexistence de l'État à la nation qui s'incarne dans l'État, et lorsque la France décide de divorcer de la monarchie et d'empêcher la monarchie de pouvoir ressurgir ou prendre sa vengeance, un ensemble de valeurs viennent donner à l'État et à la nation un sens profond. Ces valeurs, c'est la fraternité, un certain amour de la liberté, qui conduit d'ailleurs au début de la Troisième République à prendre toute une série de dispositions législatives pour consacrer les libertés fondamentales, loi de 1881 sur la presse, liberté d'association, liberté syndicale, liberté de réunion, la laïcité, qui n'est pas une déclaration de guerre aux religions, mais l'affirmation par l'État qui n'en reconnaît aucune pour permettre à chacun de choisir librement la sienne, etc., etc. Et l'on voit bien que dans la construction politique qui a été la nôtre, et je rejoins en cela ce qu'a dit Édouard Philippe à l'instant, la démocratie et le droit sont liés dans une même ambition politique qui veut que par la disposition des choses, le pouvoir des uns arrête celui des autres, c'est l'esprit de la séparation des pouvoirs et de Montesquieu, et que tout ce à quoi nous tenons et qui est fondamental et qui relève du champ de la liberté soit garanti par le droit. Il y a donc, dans la représentation politique que nous avons de la démocratie, ça vaut pour notre pays, mais ça vaut aussi pour le message des pères fondateurs qui, au lendemain de la séquence tragique et totalitaire de la Seconde Guerre mondiale, a permis à l'Europe de s'inscrire dans une longue période de consécration de la démocratie ne peut pas être amputée des principes de l'état de droit. Dans l'idée que nous avons de la démocratie libérale, démocratie et respect des principes de l'état de droit sont indissociables. Et c'est cette représentation-là qui nous permet de vivre ensemble, parce que par-delà ce qui peut nous diviser, en raison de nos origines politiques, philosophiques, religieuses, de nos divergences, cette adhésion à une communauté de principes et de valeurs nous permet de nous opposer en nous respectant, de nous affronter sans jamais que cet affrontement n'aboutisse à l'affrontement de tous contre tous, c'est-à-dire au risque de dislocation de la société, et permet à la démocratie de connaître sans drame et sans violence l'alternance, la confrontation des points de vue, des partis, etc. C'est précisément ce lien qui est aujourd'hui remis en cause partout dans le monde, dans les démocraties notamment aux États-Unis, qui sont toujours conçus comme le leader du monde libre, véhiculant une représentation des relations entre les institutions, le droit, entre les citoyens et l'État assez conforme à cette idée que j'ai essayé d'exprimer imparfaitement de la démocratie. Cette relation de la démocratie au droit s'effondre. Elle s'effondre au plan intérieur, la juxtaposition, la succession des executive orders du président américain, la manière dont il essaie d'interpréter la démocratie, y compris lorsque les élections sont d'évidence perdues par lui, et qu'il invite les siens à en contester le résultat, ce qui est quand même, en démocratie, une manifestation de violation des principes fondamentaux qui la régissent, absolument spectaculaire. La manière dont il traite le président d'une nation envahie par un dictateur qui a remis en cause tous les principes du droit international, je veux parler de l'échange que nous avons tous à l'esprit entre lui et Zelensky dans le bureau ovale, tout cela témoigne d'un abandon des principes du droit et du droit international. Et donc pour moi la crise principale, c'est de savoir si
nous sommes capables de trouver au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire dans la conscience de chacun d'entre nous, mais également dans ce que nous sommes et représentons comme nation, suffisamment de force, capable de créer les conditions d'un rassemblement sur le mode de celui qu'a pu représenter le général de Gaulle dans les moments les plus tragiques de notre histoire, pour résister à cette pente qui est mondiale, parce que les mouvements populistes d'extrême droite, d'extrême gauche sont partout déferlants en Europe et dans le monde, et de savoir si nous sommes capables de le faire en régénérant la démocratie qui en est là parce qu'elle est malade de la globalisation, des processus de relégation sociale et territoriale auxquels la mondialisation a pu aboutir, et au sentiment que les populations reléguées peuvent avoir du mépris contre à leur égard les institutions démocratiques. Voilà en quelques mots quel est pour moi l'enjeu principal. Alors, on va rentrer pleinement dans le vif du sujet. On va parler de crise. On s'aperçoit que la France connaît et a connu des moments de gravité extrême, tels que les attentats de 2015 pour vous, M. Kessler, la crise du Covid-19 ou encore les Gilets jaunes pour vous, M. Philippe. Avez-vous ressenti un avant-après ces crises? Y a-t-il eu un véritable bouleversement dans notre société ou n'était-ce que des parenthèses dans un monde perpétuellement en crise? C'est à toi. Bon. Non mais je ne voulais pas te frustrer sur ce sujet. Bon, nous avons vécu, Édouard et moi, des crises de nature très différentes qui, en termes d'intensité, auraient pu vraiment mettre en cause la capacité de l'État à y faire face. Et en dépit du caractère très différent de ces crises, nous avons pu aussi, à travers ces crises, éprouver la capacité de résilience de la nation et de l'État l'incarnant à y faire face. Je voudrais vous dire quelques mots sur les deux crises principales auxquelles j'ai eu à faire face lorsque j'étais à la fois au gouvernement et comme ministre de l'Intérieur et à Matignon, que sont la crise terroriste et la crise migratoire. Avec une partie d'ailleurs des forces politiques, déjà à l'époque, qui faisaient percoler les deux sujets avec des analyses et des arrière-pensées politiques sur lesquelles je vais revenir. Pour ce qui concerne la crise terroriste, elle avait un objectif très précis. Faire en sorte, par une violence extrême, mettant l'État et la société française en situation de terreur ou de panique ou de désorganisation, de créer dans la société les conditions de la confrontation. C'était très nettement ce que les terroristes avaient pour objectif lorsque nous lisions les publications qui étaient les leurs et qui étaient diffusées par Internet ou qui étaient diffusées par les réseaux officiels de communication de Daesh à partir de juillet 2014, c'est-à-dire à partir du moment de la constitution de Daesh comme un État ou un proto-État terroriste. À ce moment-là, l'état d'esprit qui a été celui de Manuel Valls, de François Hollande, des membres du gouvernement et bien entendu de mien dans le rôle qui m'incombait, était de faire en sorte que rien de ce qui relevait des objectifs des terroristes ne puisse être atteint par eux et que le comportement de l'État permette de faire face et de faire front face à cette volonté de fracturation. Nous l'avons fait de plusieurs manières. Nous l'avons fait d'abord en donnant à l'État les moyens d'affronter cette crise. La révision générale des politiques publiques avait conduit à la suppression de près de 13 000 emplois dans la police et la gendarmerie. Nous ne pouvions pas faire face à la crise terroriste sans redoter l'État des moyens de ses prérogatives régaliennes en la matière. Nous l'avons fait dans une conception claire et non instrumentalisante des notions de laïcité et de fraternité. C'est-à-dire la laïcité, c'était le refus de voir une violence extrême au nom d'une conception dévoyée, je dis bien dévoyée, d'une religion sans prendre à toutes les libertés fondamentales que nous avions en partage et auxquelles nous tenions. Et c'était pour moi, en dépit de tout ce que je peux entendre aujourd'hui sur certaines chaînes d'information en continu, d'apporter la démonstration qui correspondait à mes convictions profondes, à la lecture que j'avais de la religion musulmane, de distinguer
une idéologie totalitaire, l'islamisme, de ce qu'est la religion musulmane dans ses fondements et dans ses pratiques en France. J'entends beaucoup dire qu'il y a une consubstantialité de l'extrême violence et du totalitarisme à l'islam. Je veux rappeler que dans le temps long de l'histoire de l'islam, il y a eu, à travers l'islam de Cordoue, l'islam de juste milieu, le soufisme, une pratique de la religion musulmane qui a été extrêmement riche pour les œuvres de l'esprit humain, tout à fait conforme à une certaine conception que nous avons de l'universalisme et absolument attachée au principe de paix. Et donc, l'objectif à ce moment-là, dans mon rôle de ministre de l'Intérieur, était de faire en sorte que les valeurs vivent. Et lorsque je prenais des dispositions sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre de l'époque pour assurer la protection de tous les lieux de culte, assurer la protection des écoles, faire en sorte que les Français ne subissent pas cette terreur, mais bien le sentiment et la conviction que l'État régalien les protégeait, je le faisais pour toutes les religions, et j'allais notamment à la rencontre de nos compatriotes de confession musulmane en leur disant ce que j'avais au fond du cœur et qui était le résultat d'un héritage politique auquel je tenais et dont vous aviez raison tout à l'heure de considérer qu'il me place dans la tradition républicaine humaniste de gauche. La France doit prendre et la République doit prendre tous ses enfants dans ses bras. Tous ses enfants dans ses bras. Et lorsque j'allais parler de laïcité dans les mosquées notamment, où beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane avaient honte, c'était pour présenter cette valeur non pas comme l'instrument de leur excommunication, mais comme l'outil par lequel, le principe par lequel la République prendrait tous ses enfants dans ses bras, et c'est au nom de cette même valeur que nous appelions à la compréhension, à la concorde, à l'altérité entre les uns et les autres. Cette crise, elle avait une violence extrême, elle conduisait à des morts en nombre au moment des attentats, moins que la crise Covid, mais la mise en scène de ces morts par ceux qui en étaient à l'origine et qui les avaient occasionnés avait une dimension sur l'esprit des Français absolument, et des conséquences absolument telluriques, et la parole politique devait être là pour faire en sorte que, encore une fois, le but ne soit pas atteint. Ce que je retiens de cette crise-là, c'est que le sens de la nation, c'est-à-dire la conviction dans des circonstances tragiques comme celles que nous avons vécues tous ensemble et qui nous ont conduit d'ailleurs à avoir en partage un même sentiment qu'est le chagrin. Car ce que nous avons éprouvé ensemble à ce moment-là, quelles que soient nos appartenances religieuses, politiques, c'était le chagrin. Je me souviens très bien de la manifestation du 11 janvier où les larmes se mêlaient aux manifestations de gratitude à l'égard des policiers qui étaient là en nombre et qui étaient intervenus au péril de leur vie pour assurer le sauvetage de ceux qui étaient à l'hypercachère, etc. Et donc, le sens de la nation, c'est la conviction profonde que l'on acquiert dans ces événements que la France est plus grande que chacune et chacun d'entre nous. Alors, bon, ce sentiment-là, il résulte de l'exercice de la responsabilité dans des moments particuliers, mais il résulte aussi de l'extrême dignité et lucidité dont les Français ont su faire montre à l'époque et qui nous obligeait. Je ne sais pas si Édouard a éprouvé la même chose au moment de la crise Covid, mais malgré quelques réticences, mouvements d'humeur, etc., j'ai trouvé que les Français étaient extrêmement dignes dans le moment de la crise et que le courage très grand qui a été celui du Premier ministre et du gouvernement à l'époque de la crise Covid. Je trouve que la crise Covid a été gérée par le gouvernement d'Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron et par ceux qui lui ont succédé jusqu'à la fin de cette crise de façon absolument excellente et remarquable. Et ça a été géré de façon excellente et remarquable parce que je me souviens des interventions d'Édouard Philippe à ce moment-là quand il était Premier ministre au journal de 20 heures, etc. J'avais vécu ça sur d'autres crises quelque temps auparavant. Était d'une grande dignité, d'une volonté de dire la vérité et d'un respect des Français au sens où il était fait appel à leur intelligence et non pas à la mise en scène théâtrale du rôle de l'État ou à la volonté d'instrumentaliser leur peur. Donc, nous sommes un grand peuple intelligent qui est capable d'intérioriser ce qu'est la nature des crises auxquelles il est confronté et ce qui fait la singularité de ce grand peuple et ce qui doit obliger ses dirigeants, précisément en raison des caractéristiques de ce grand peuple, c'est la conviction que dans les moments les plus éprouvants, la seule chose qui doit nous guider, c'est cette conviction que la France est plus grande que nous
et que nous devons la servir avec la plus grande abnégation. Et je conclus par ça. Ce qui caractérise la politique, lorsqu'on en a la passion et lorsqu'elle est assortie d'un minimum de désintéressement, c'est-à-dire d'un maximum de distance par rapport aux pentes les plus narcissiques, c'est que la politique n'a de sens que dès lors qu'elle s'accomplit dans la plus grande abnégation. Quand on est Premier ministre, on est confronté à un très grand nombre de crises. Et, enfin, faudrait-il définir ce que c'est des crises. Presque tous les jours, quelque chose ne va pas. Ou quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou quelque chose peut assez vite dégénérer, et donc il faut le régler alors même que vous aviez prévu de faire autre chose et que ça n'était pas le moment. Donc des crises, si vous n'y prenez pas garde, si vous ne prenez pas un petit peu de distance avec l'immédiateté, vous en avez tout le temps. Elles ne sont pas forcément graves, mais elles peuvent vous occuper beaucoup de bandes passantes intellectuelles, et donc elles ont un effet sur vous. Ce n'est pas de celle-là dont on parle. Celle dont moi je vais parler, c'est celle du Covid, parce que d'abord je l'ai vécue pendant... Elle a commencé en janvier, le confinement a été prononcé à la mi-mars, le déconfinement est intervenu à la mi-mai, et moi je suis parti à la fin juin. Et donc sur ces 6 premiers mois de l'année 2020, j'ai été presque chaque jour, en tout cas assez vite, confronté à cette question du Covid et à cette crise. La première chose qui m'a frappé, c'est que cette crise-là n'avait pas de précédent. Alors c'est pas parce que je suis juriste, comme l'est d'ailleurs Bernard, que je me réfère au précédent, même si en droit public c'est bien utile, mais c'est parce que lorsqu'il existe des précédents, on a forcément envie, besoin et intérêt de s'y raccrocher. Là, il n'y avait pas de précédent. Alors, on peut comparer avec la grippe espagnole, et la grippe espagnole c'est 1920, et la société de l'époque et la société aujourd'hui sont tellement différentes, et puis accessoirement personne ne s'en souvient, même les plus chenus des fonctionnaires n'étaient pas là en 1920. Et même moi, je n'ai pas songé à demander l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à un point tel... Ok, ça vous fait pas rire. Donc pas de précédent et pas de mémoire vive d'un événement de cette nature. La deuxième chose qui est frappante lorsque vous avez à gérer une crise du Covid, c'est un peu la même chose lorsque vous devez faire face à une situation d'attentat ou de crise sécuritaire, c'est que vous êtes frappé à la fois par l'imprécision, l'incomplétude et le caractère souvent contradictoire des informations dont vous disposez. Et ça a l'air tout bête, mais c'est très compliqué à gérer. Parce qu'évidemment, la première chose à faire dans une crise, c'est d'avoir le maximum d'informations possible pour pouvoir avoir la réponse adaptée. Et évidemment, vous comprenez très bien que si vous ne savez pas exactement ce qui est en train de se passer, c'est assez compliqué d'imaginer pouvoir bien y réagir. Or, en période de crise, les informations sont incomplètes, souvent contradictoires et souvent imprécises. Churchill disait ça sur la guerre, d'ailleurs. Churchill disait qu'à la guerre, on doit prendre des décisions sur le fondement d'informations complètement. Et bien, c'est un peu ça en crise. Et donc, ça rend très compliqué votre capacité de jugement. Ça rend très compliqué les paris audacieux que vous pourriez faire pour essayer de répondre à la crise, parce que vous vous dites, justement, si je me fonde sur une information qui n'est pas exacte, je vais devoir changer de pied, et ça n'est pas toujours facile si on a engagé tous ses moyens sur un front. Ça, c'est la deuxième chose qui m'a frappé. La troisième chose, c'est que le Covid a été marqué par un niveau d'angoisse extrêmement élevé. Pas forcément partagé par tous. Je ne sais pas quel est l'âge moyen dans cette salle. Par définition, la crise Covid a commencé il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, je ne sais pas si vous étiez, vous, personnellement, comme on dit quand on sonde, angoissé par la crise Covid. Statistiquement, vous étiez probablement moins angoissé que la génération
de vos parents ou de vos grands-parents. Mais le niveau d'angoisse pendant la crise Covid, c'est-à-dire de peur face à ce qui est susceptible de se passer, ou peur face aux conséquences de ce qui est susceptible d'être décidé, a été tout à fait considérable. Qu'est-ce que j'en retiens? D'abord, une leçon, qui est une leçon sur l'humanité en général. Je pense que, enfin je ne sais pas ce que en pense Bernard, c'est que lorsque vous êtes confronté à une crise, lorsqu'un groupe humain est confronté à une crise, une nation est confrontée à une crise, vous allez voir mécaniquement le pire et le meilleur se révéler. Et ça ne manque jamais. C'est-à-dire que face au Covid, face à la crise sanitaire, on a vu le pire, les vols, des comportements, la délation, la détestation et le rejet, l'absence de compassion. Il y a eu ces réactions. L'égoïsme tel que est le meilleur, une chaîne de solidarité exceptionnelle, un courage et une abnégation, je dirais, de celles et ceux qui voulaient faire quelque chose face à cette crise, une générosité parfois de ceux qui avaient les moyens d'aider, même s'ils ne savaient pas très bien comment faire, mais qui voulaient le faire, le pire et le meilleur. Et c'est une caractéristique des crises. Elles mettent tellement de pression sur les gens que d'une certaine façon, elles font le départ entre ceux qui essaient de s'élever et ceux qui ont peur, parce qu'on peut avoir peur et être remarquable, hein, mais qui justement s'effondrent. Alors ça, c'est la première chose qui m'a frappé, parce que je l'ai vu vraiment de près, et dans tous les registres, dans tous les domaines. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est dans le fonctionnement de l'État. J'ai vu d'abord, comme l'a très justement dit Bernard, j'ai vu un État, en dépit de toutes ses imperfections, et elles sont nombreuses, en dépit de toutes ses lourdeurs, et elles sont réelles, incroyablement résilient, et susceptible d'être mis en tension pour produire un effet. Et moi, j'ai commencé ma vie professionnelle au service de l'État. C'est profondément ce que je voulais faire quand j'étais étudiant. Je ne pensais pas que je ferais de la politique, mais je savais que je voulais servir l'État. Parce que, pour moi, servir l'État, ça veut dire servir la France. Je peux être critique sur le fonctionnement de l'État, et nous devons l'être, parce qu'il doit être meilleur. Mais je me retrouve volontiers dans les termes de Bernard. Il faut aussi savoir ce qu'il représente en France et ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est bien utilisé. Et j'ai vu parfois un État incroyablement mobilisé, réactif. Voilà. La deuxième chose que j'ai vue dans le fonctionnement de la crise, et je pense que comme il y a peut-être des juristes dans cette salle et comme il y a des citoyens, c'est intéressant de se poser la question. J'ai vu l'effet sur la gestion de la crise de la judiciarisation de la vie publique. J'ai coutume de dire que je ne suis pas du tout, au contraire, opposé à la judiciarisation au sens où chaque agent public, qu'il soit fonctionnaire ou élu, il est un agent public, doit rendre des comptes et qu'il n'est pas au-dessus des lois et qu'il est tenu de respecter la loi et que chaque citoyen peut être en mesure de lui demander des comptes. Donc je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il y a un régime d'irresponsabilité à définir pour les agents publics. Mais j'ai vu de mes yeux ce que c'était que la perception par tout le groupe humain que les juges d'instruction allaient arriver. Et j'ai coutume de dire que face au Covid, j'ai vécu 2 épidémies, une épidémie de Covid et une épidémie de parapluie. Parce que, assez vite, les gens ouvrent le parapluie, parce qu'ils savent que la justice va venir. Et donc, ils demandent la consigne, par écrit. Et puis, pour se prémunir, ils expriment à leur niveau hiérarchique la consigne qu'ils aimeraient recevoir et qui est la consigne qui les placerait dans la situation juridique la moins risquée. Quand bien même, cette consigne ne peut pas être mise en œuvre parce que les circonstances interdisent de la mettre en œuvre. J'ai vu dans des réunions, après des réunions où des décisions difficiles doivent être prises, des gens envoyer un compte-rendu en disant « Je suggère que telle décision soit prise ». Je dis « Mais non, c'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ça qu'on a dit parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire. » Oui, mais écris-le moi.
Ça, je l'ai vu, et ce n'est pas grave a posteriori. Ça peut être désagréable a posteriori, mais ça n'est pas grave. J'en parle parce que j'ai vu l'action publique de gestion de la crise se gripper, si j'ose dire, à cause de cette menace judiciaire, à cause de cette responsabilité judiciaire. C'est-à-dire les gens ne pas faire ce qu'ils auraient dû faire, de peur ensuite d'avoir une mise en cause. La troisième chose qui m'a frappé, c'est que, là encore, c'est vrai dans tout groupe humain, ça me paraît particulièrement vrai dans l'État, ça marche en général mieux quand il y a un patron. C'est-à-dire, quelle que soit la structure administrative ou humaine que l'on décrit, lorsque quelqu'un est capable de définir un objectif, de prendre une décision, de l'expliquer et de l'assumer, ça marche mieux, nettement mieux. Et quelle que soit la structure administrative, la préfecture, l'agence régionale de santé, l'ambassade, quelle que soit la nature de la structure administrative que vous évoquez, lorsqu'il y a un patron, et un vrai si j'ose dire, quelqu'un qui est capable, comme je l'ai dit, de concevoir l'objectif, de définir l'objectif, d'expliquer l'objectif et de prendre des décisions qui permettent de l'atteindre et de l'assumer, et bien ça va mieux. Il y a des directeurs généraux d'ARS qui ont fait un travail, pendant la crise Covid, absolument exceptionnel, et qui, pour cela, auront mon respect, mon admiration éternelle. Et je le dis d'autant plus volontiers que c'est le cas d'un proche de Bernard, on n'est pas en train de se renvoyer la balle, mais je peux vous dire que le directeur général de l'ARS de l'Île-de-France pendant le Covid, chapeau, vraiment chapeau. Et il y a eu des préfets extraordinaires. Et puis il y en a eu d'autres qui vraiment avaient besoin qu'on leur explique ce qu'ils devaient faire. Donc des patrons. Et je le dis parce qu'en France, de plus en plus, et malheureusement c'est un cas, de plus en plus on gère par la norme. C'est-à-dire qu'on décrit dans un texte la façon dont les décisions doivent être prises et presque quelles décisions doivent être prises. Et lorsque les fonctionnaires, qui ont un boulot extraordinaire, se réfugient dans l'application pure et simple de la norme et demandent à ce qu'on leur dise comment la norme est appliquée plutôt que lorsqu'ils prennent leurs responsabilités, eh bien ça va moins bien. Voilà. La quatrième chose que pour le coup, à quoi vous vous frottez dans une crise, c'est qu'à la fin, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une théorie, vous pouvez être un très très bon commentateur, vous pouvez être un excellent connaisseur des arcades administratives et du droit et de l'économie. Et puis à la fin, parce que vous êtes en situation de responsabilité, eh bien vous devez prendre une décision ou avoir un avis sur une décision qui va être prise. Et ça vous amène parfois à prendre des décisions qui sont terriblement difficiles, et ça vous amène parfois à prendre des décisions qui sont de mauvaises décisions. Et je voudrais insister là-dessus, parce qu'en France, on n'a pas la culture de la reconnaissance des erreurs et des échecs. Lorsque vous décidez, lorsque vous êtes Premier ministre, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous décidez, vous devez prendre beaucoup de décisions en sachant que vous allez vous tromper, souvent. Et si vous ne prenez pas les décisions parce que vous avez peur de vous tromper, alors la situation est pire. Donc, vous devez accepter de prendre des décisions qui sont incroyablement sensibles, incroyablement délicates, en essayant de comprendre très vite si vous vous êtes trompé, comment les corriger, mais vous devez les prendre. Vous devez les prendre. Et ça, je ne dis pas ça pour vous impressionner, je vous dis ça au fond pour vous donner envie. Parce que c'est un des aspects du service de l'État, d'une vie humaine, qui est assez extraordinaire. Même si ça fout un peu les jetons, et même si on peut se tromper. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Si vous voulez, on entend. Non. Okay. Si vous voulez bien, abordons maintenant la question des finances publiques, question brûlante s'il en est. Je crois que ça va bien, là. Je crois que ça va bien, on est bien. La dette publique française atteint des niveaux historiques. À la fin du deuxième trimestre 2025, la dette publique s'établit à 3 400 milliards d'euros, 115% du PIB. Et selon le baromètre ENAP, 3 octobre 2024, 82% des Français jugent urgent de réduire la dette publique en France. Alors, les marges de manœuvre sont sur les pieds, le besoin d'investissement augmente, et le
consensus semble quand même exister parmi les citoyens. La question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont selon vous les marges de manœuvre réelles de la France pour gérer sa dette dans les prochaines décennies? C'est à toi. Je crois que c'est à moi, ouais. Ça tombe bien. 3 500 milliards de dettes. D'abord, commençons par la caractériser. Sur les 3 500 milliards de dettes, il vaut bien avoir l'esprit clair. Il y en a 2 000 qui sont de la dette entre guillemets sociale et 1 500 qui sont de la dette du fonctionnement de l'État. C'est un peu exagéré de dire ça comme ça parce que les deux sont intimement liés, mais enfin, il faut l'avoir en tête. L'endroit où la dette française s'accumule, la façon dont elle se constitue, c'est le déséquilibre du financement de notre modèle social. C'est vraiment ça. Alors, ça ne veut pas dire que si on avait un financement du modèle social équilibré, tout irait bien, mais l'essentiel de la dette française, en quantité et en rapidité d'accumulation, c'est ça. Il faut le garder en tête. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de modèle social. Je suis en train de vous dire qu'il serait bon d'en équilibrer le financement. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis heureux d'entendre le chiffre selon lequel 82% des Français considèrent que le niveau de dette publique est un problème, mais je ne suis pas sûr qu'il reflète la conviction par 82% des Français qu'il faut régler le problème. Au sens où, en matière de dépenses publiques et donc de dette publique, je crains que notre pays se trouve dans une situation qui, physiologiquement, corresponde beaucoup à celle de l'addiction. C'est bon, nous savons que c'est dangereux, mais quand il y a un problème, on en veut plus. C'est à peu près la définition de l'addiction. Bon. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'arrêter l'addiction. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que le problème vient de loin. J'avais 3 ans lorsque le dernier budget français, ou 4 ans peut-être, lorsque le dernier budget français a été voté en équilibre. J'en ai 55. Si. Et ça veut dire que ça fait longtemps que nous dépensons plus que ce que nous prélevons et que la différence devient au fur et à mesure de la dette. La quatrième chose que je peux dire, c'est que je pense que la dette est un sujet sérieux. Et je ne le dis pas parce qu'il y a 82% des Français qui le pensent, je le dis parce qu'au fond, sans que je sois capable de véritablement le quantifier, il y a en France des gens qui pensent que c'est un problème sérieux et d'autres qui pensent que ça n'est pas un problème si grave. Soit parce qu'il est là depuis tellement longtemps qu'il doit bien pouvoir durer encore un petit peu, soit parce qu'ils pensent fondamentalement que les dettes, ça ne se rembourse pas, qu'on se borne à les financer, et que donc, aussi longtemps qu'on est capable de financer sa dette, pourquoi la rembourser? Ou plus exactement que son financement, c'est son remboursement. Enfin, bref, vous connaissez les théories. Moi, je pense au contraire que c'est un problème sérieux. Je pense que c'est un problème sérieux parce que, puisque Bernard Cazeneuve a cité le général de Gaulle, je peux bien citer Pierre Mendès France. Un pays qui ne maîtrise pas ses comptes, c'est un pays qui s'abandonne. Je le crois très sincèrement. Ne pas maîtriser ses comptes pendant aussi longtemps, c'est s'interdire de maîtriser son destin. J'en suis convaincu. C'est se créer des dépendances vis-à-vis des prêteurs, lesquels peuvent être totalement neutres, mais lesquels peuvent être également des gens qui ne sont pas nos amis et qui n'ont pas en premier la défense de nos intérêts à l'esprit. Devoir autant d'argent et être autant dépendant de gens qui vont continuer à financer notre déficit, c'est s'exposer à des réactions ou à des décisions prises par eux qui seraient dangereuses pour nous. Enfin, je considère que, même si je suis incapable de dire quand, l'incapacité que nous avons à régler ce problème de la dette publique et à mettre en ordre nos comptes nous affaiblit vis-à-vis de nos partenaires, et singulièrement de nos partenaires européens. Je peux témoigner, parce que je le sais, parce que je parle régulièrement à des interlocuteurs, et notamment à des interlocuteurs allemands, du gouvernement allemand, que aussi longtemps que nous n'aurons pas montré à nos partenaires que nous sommes capables de remettre en ordre nos affaires, ils ne nous prendront plus au sérieux. Et ça a des conséquences qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Parce que ça veut dire que notre capacité à peser sur des choix collectifs diminue, et diminue rapidement. Et c'est embêtant parce que notre capacité à peser sur des choix collectifs vis-à-vis de nos partenaires, et parfois nos adversaires chinois ou américains, c'est quelque chose d'important au niveau européen.
Enfin, est-ce qu'on peut régler ce problème? Là aussi, la réponse est oui. Alors, on peut les régler dans la douleur ou dans la durée. Et parfois, quand ça tourne mal, c'est dans la douleur et dans la durée. On peut les régler dans la douleur. Il y a des exemples. La Grèce a percuté le mur. Et croyez-moi, 2 semaines avant la crise grecque, il n'y a pas un Grec qui pensait qu'on aurait à régler la crise grecque. Hein? Les Grecs disaient on n'est pas l'Argentine, qui elle, tous les 25 ans, nous fait une crise financière grave et un défaut sur sa dette. Bon, les Grecs disaient on n'est pas l'Argentine, c'est l'Union européenne. Bon. N'empêche qu'ils ont tapé le mur. Et ils ont tapé le mur parce que... Pourquoi ils ont tapé le mur? Parce qu'à un moment, alors même que ça semblait aller jusqu'à... ça s'écroule. Quand ils ont tapé le mur, la violence de ce qu'ils ont dû faire pour revenir, non pas à l'équilibre, mais sur une situation favorable, est sans commune mesure avec ce dont on parle aujourd'hui, nous. Quand vous avez des pensions de retraite ou des traitements de fonctionnaires qui diminuent de 30%, je peux vous dire que c'est violent. Et d'ailleurs, en Grèce, ça a été violent. Très violent. Violent humainement pour ceux qui subissent ces décisions, et violent socialement, parce que ça ne s'est pas passé dans un enthousiasme délirant. J'observe d'ailleurs que, je le dis à ceux et ceux d'entre vous à qui ça aurait échappé, qu'une bonne partie des mesures très dures qui ont été mises en place face à cette réalité l'ont été par la gauche. Et par une gauche assez radicale. Je me permets de le souligner. Bon. Donc ça peut être réglé dans la douleur quand ça finit par taper le mur. Je préférais qu'on évite cette hypothèse. Et donc je pense que ce serait mieux de régler avant qu'on tape le mur. Et donc de s'attaquer aux éléments essentiels qui sont à l'origine de l'accumulation de la dette, au déséquilibre manifeste du système de retraite en France, à la désorganisation de l'administration publique qui conduit à avoir de la dépense publique inefficiente, à la reprise en compte de politiques publiques qui ne fonctionnent pas. La politique du logement, ça ne marche pas. Il n'y a pas quelqu'un en France qui pense que la politique du logement produit des bons résultats. Je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. Et ça coûte 40 milliards par an. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, y compris avec un peu moins. Et si on ne s'attaque pas soit aux grandes verticales qui ne fonctionnent pas, soit aux grandes masses qui dérivent, alors je crains qu'un jour, privés de marge de manœuvre, soumis aux décisions de ceux qui nous prêtent, nous finissions par perdre notre souveraineté et taper le mur. Et ça, vraiment, je n'en veux pas. Et pas dans le souci de protéger ceux qui ont le plus de biens. L'exemple grec est significatif. Quand on tape le mur, c'est les plus modestes qui ont le plus mal. C'est les plus modestes des Grecs qui ont subi le plus lourdement l'ajustement structurel qui leur a été imposé. Bien sûr, comme toujours, si j'ose dire. Donc ce n'est pas un sujet de la dette publique pour préserver les gens, c'est un sujet pour préserver la souveraineté du pays et probablement les plus modestes de nos concitoyens. Sur la question de la dette publique et des finances publiques, je voudrais, par souci de complémentarité, peut-être aussi pour montrer quelques différences d'appréciation ou d'approche de ces sujets avec Édouard Philippe, et qui ne sont pas là d'ailleurs simplement pour montrer que nous ne sommes pas nécessairement sur tous les sujets sur la même longueur d'onde, mais parce que ces différences d'appréciation existent vraiment, vous dire en quelques mots à mon tour comment j'aborde ce sujet. D'abord, moi je ne suis pas du tout de ceux qui considèrent que la dépense publique est une dépense non féconde, économiquement inutile et par nature et par essence condamnable. Je suis, pour des raisons qui tiennent à ma sensibilité politique, très attaché à voir l'État intervenir et très attaché à voir l'État intervenir pour réduire les inégalités et corriger ce que le marché est incapable de corriger lui-même. Et quand on regarde les effets de la globalisation de l'économie, on constate que, aussi longtemps que l'État n'intervient pas pour établir des règles qui permettent à la globalisation de créer les conditions d'un level playing field, de répartir des richesses qui ne se répartissent jamais, contrairement à ce que certains croient, par le simple effet du ruissellement, alors les inégalités se creusent. Et donc, je crois à la nécessité de la dépense publique, je crois à la nécessité des politiques de solidarité. Je pense qu'une grande partie de l'unité et de l'indivisibilité de la République
résulte de la capacité dans laquelle nous nous sommes trouvés collectivement de faire vivre ces politiques et de permettre à l'État, par l'intervention des services publics, de garantir ce à quoi les Français tiennent le plus, c'est-à-dire une école qui garantit l'égalité des chances, des hôpitaux qui permettent l'égalité d'accès aux soins, des services de sécurité publique qui permettent de lutter contre la violence extrême, etc., etc. Et parce que j'ai cette conviction-là, je ne peux pas, et c'est ce qui me différencie d'une partie de mes amis, considérer que chaque problème qui se pose dans la société doit faire l'objet d'une augmentation de la dépense publique, adossée à une augmentation des impôts pour la financer, sans se poser la question de savoir si la dépense est efficace ou pas. Et je constate d'ailleurs, de ce point de vue-là, que dans l'état actuel des débats budgétaires qui se présentent au Parlement, et je salue les parlementaires qui nous ont rejoints, que nous étions il y a 2 mois, et je parle sous le contrôle d'Édouard Philippe, dans une situation où le Premier ministre nous disait « il faut un budget pour faire des économies tant la situation budgétaire est grave », à un contexte où on nous explique désormais qu'il faut des dépenses pour avoir un budget. Il s'est donc passé quelque chose. Et ce quelque chose qui s'est passé, qui nous a conduit à enjamber les 2 mois qui se sont écoulés pour partir d'une position où il fallait absolument un budget pour faire des économies, à une position où il faut des dépenses pour avoir un budget, je pense que ces 2 mois-là n'ont pas été les 2 mois les plus emblématiques de la lucidité politique et du courage politique, compte tenu du contexte et du mur auquel on se trouve confronté. Et c'est précisément parce que je suis attaché à la solidarité aux dépenses, à l'utilité de la dépense publique, que je ne conçois pas qu'elle ne soit pas maîtrisée. J'en profite d'ailleurs, sans vouloir faire aucune opération d'autopromotion, ni sans sombrer dans les débats politiques classiques où chacun manifeste par la parole ses mérites, rappeler que l'augmentation des déficits n'est pas inéluctable. Lorsque nous sommes arrivés en 2012 dans la responsabilité du gouvernement, le déficit budgétaire de la France était de 4,8%. Et le déficit des comptes sociaux était de 20 milliards. Quand nous avons quitté le gouvernement, en 2017, c'est totalement occulté, ça, dans le débat public. C'est la raison pour laquelle je me permets de prendre 3 minutes pour le dire. Le déficit budgétaire était, après la loi de finances rectificative prise par le gouvernement d'Édouard Philippe, de 2,7 à la fin de l'année 2017, et nous étions un tout petit peu au-dessus de 3 lorsque j'ai quitté Matignon, et j'ai quitté Matignon après avoir fait en 2017, avril 2017, c'est-à-dire un mois avant mon départ, une réforme de l'assurance chômage approuvée par les organisations syndicales de l'époque, qui permettait de faire 1 milliard d'économies sur l'assurance chômage sans manifestation. Et le déficit des comptes sociaux était de 20 milliards en 2012, et il était de 1 milliard en 2017. Donc quand j'entends dire, depuis 30 ans, c'est la parole notamment du président de la République, depuis 30 ans c'est la gabegie. Non, ce n'est pas la gabegie quand il était ministre de l'économie d'un gouvernement dont il a oublié qu'il y avait appartenu, et dont les performances ne sont pas tout à fait comparables à celles qui prévaudront au moment où il quittera la présidence de la République, si toutefois, d'ici là, il n'a pas redressé la barre, mais je ne vois pas comment il pourrait la redresser compte tenu du contexte. Et, par ailleurs, je me permets de dire que nous avons fait cet effort de redressement des comptes par un effort fiscal qui a conduit à toute une série de débats sur le ras-le-bol fiscal, trop de fiscalité, pas assez d'économie. Mais enfin, les économies, nous avons divisé par 4 le rythme de progression de la dépense publique entre 2012 et 2017, et la combinaison de l'augmentation des impôts pour les plus riches des Français, mais y compris pour certains Français moyens, et de la diminution de la dépense publique, qui a aussi eu des conséquences sur les Français, nous a conduit au résultat politique que l'on sait, nous sommes partis. Si nous sommes partis, c'est pour toute une série de raisons, mais notamment parce que nous avons eu le courage de mener cette politique de redressement des comptes. Donc,
je m'empresse de dire que il n'y a pas de fatalité de l'augmentation des déficits, que dans les 20 dernières années, ce ne sont pas les gouvernements de gauche qui les ont augmentés, le gouvernement de Lionel Jospin non plus, puisqu'il a réussi la qualification à l'euro pour avoir maîtrisé les comptes, mais que les gouvernements de gauche sont souvent partis pour avoir redressé les comptes que d'autres avaient dégradés avant eux. Bon. Troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment fait-on pour sortir de cette situation ? Eh bien moi, ma conviction profonde, et là je rejoindrai assez Édouard Philippe, même si les recettes que nous pourrions emprunter l'un et l'autre si nous étions en situation de diriger le pays ne seraient pas nécessairement les mêmes, il faut dire la vérité. Et la vérité sur tous les sujets. Et tous les sujets qui concernent les comptes publics. Édouard disait tout à l'heure que sur les 3 500 milliards d'euros de dettes supplémentaires, enfin, le stock de dettes auquel nous sommes confrontés, et les quelques 1500 milliards d'euros de dettes depuis 2017, il y en a 2 tiers pour la dépense sociale et 1 tiers pour l'État. Ça traduit le fait que une grande partie des déficits viennent de la dépense sociale plus que de la dépense de l'État. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, et ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'éléments objectifs que la droite et la gauche auraient intérêt à regarder lucidement, quitte, après avoir regardé ces réalités lucidement, à apporter des réponses différentes correspondant à leur sensibilité. Je vais prendre des exemples très concrets. Les retraites. Au moment où l'État-providence a été conçu, et où le Conseil national de la résistance a mis en place un dispositif de solidarité intergénérationnelle, il y avait 4 salariés pour 2 retraités. Aujourd'hui, vous avez 2 salariés pour 4 retraités. Donc vous avez un problème démographique majeur. Dans un pays dont on a vu que le taux de fécondité ne le conduirait pas à corriger ces déséquilibres dans les années qui viennent. Donc, que vous soyez de droite ou de gauche, et moi je tiens, là où je me situe politiquement à gauche, à dire cette vérité, parce que je ne l'entends pas souvent exprimée par mes propres amis. Il n'y a pas de possibilité de maintenir le système de retraite par répartition si on ne regarde pas cette réalité en face. Elle n'est pas vraie, ça n'existe pas. Il y en a qui, à droite, considèrent, je les vois exprimer avec beaucoup de détermination leurs pensées sur les chaînes d'information en continu de M. Bolloré, que le déséquilibre des comptes publics est tel que le problème n'est pas le déséquilibre des comptes, mais l'État-providence. Et en renonçant à l'État-providence, nous rétablirions l'équilibre des comptes. C'est-à-dire que pour eux, la solution, c'est la remise en cause du modèle de solidarité auquel nous tenons. Et vous avez toute une série d'acteurs aujourd'hui qui viennent nous dire « nous ne pouvons plus nous payer l'État-providence ». Donc il faut renoncer à l'État-providence et vous aurez les comptes rétablis. Ils oublient simplement que si on renonce à l'État-providence, on crée des fracturations de la société française dans un contexte où la société française est déjà totalement irruptive, qui conduiront, bien entendu, les gouvernements à ne pas pouvoir mettre en œuvre les solutions absurdes qu'on nous propose sur les chaînes d'information en continu de M. Bolloré. Puis il y a une deuxième tendance, à laquelle je n'adhère pas davantage, que l'on trouve chez ceux qui viennent sur les chaînes d'information en continu de M. Bolloré pour contester la doxa des éditorialistes, c'est-à-dire essentiellement les députés de la France insoumise et ceux qui se rallient à leur pensée, il n'y a pas de problème de compte. Il n'y a que des problèmes de riches. On n'a qu'à prendre le maximum d'impôts sur les riches et on rétablira l'équilibre des comptes. Mais vous comprenez bien, même si vous voulez qu'on prenne de l'argent sur les riches, et je considère qu'il n'y a pas de possibilité de redressement des comptes sans justice fiscale, à condition que les impôts qu'on invente ne soient pas de nature à faire partir la production ailleurs, parce que si vous faites partir la production ailleurs après avoir inventé des impôts absurdes, vous chercherez longtemps à financer les moyens de la solidarité nationale. Bon. Donc, il y a ceux qui considèrent qu'il s'agit d'aller prendre l'argent par les impôts supplémentaires sur les plus fortunés, très bien. Et avec ça, on va financer la solidarité, les investissements sur les bâtiments pour faire du développement durable, la politique énergétique, les transports de demain, le logement, etc. Bon. Ça ne marche pas comme ça, l'économie. Et ça ne marche pas comme ça non plus, un État. Vous pouvez, bien entendu, créer les conditions de la soutenabilité politique et de la justice fiscale en faisant des impôts intelligents qui rétablissent la justice, mais vous ne pouvez pas considérer qu'il n'y a pas de problème de dette
et qu'il n'y a pas de problème de compte public parce qu'il s'agit d'augmenter les impôts pour régler tout ça. Parce que vous tuez la production. Et si vous tuez la production et que vous n'arrivez plus à produire et que la désindustrialisation est installée, vous allez répartir quelle richesse entre qui? Vous allez créer la pauvreté partout, les conditions de la paupérisation. Puis il y a une troisième catégorie, très minoritaire, à laquelle j'appartiens, la gauche de gouvernement, très minoritaire pour l'instant, mais c'est dans cette sensibilité-là que peut se trouver, à mon avis, la solution, pas toute seule, avec d'autres, n'est-ce pas, mon cher Édouard? Et cette politique de gauche de gouvernement, elle consiste en quoi? Elle consiste à dire oui, il y a un problème, il faut le régler, il faut de la justice fiscale, bien entendu, mais il faut une maîtrise de la dépense publique. Et il faut une transformation très profonde de l'organisation de l'État. Et il faut être capable, sur la question des retraites, par exemple, de réfléchir à l'allongement de la durée de cotisation, permettre à des gens qui, comme moi, sont dans des professions libérales, qui ne représentent pas la même charge et la même contrainte tous les jours de travail, de travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps pour financer la retraite de ceux qui doivent partir très tôt parce qu'ils ont les poumons bourrés d'amiante ou qu'ils sont dans la pénibilité, c'est ça la solidarité, et de trouver à travers cette manière nouvelle d'aborder les questions le moyen de réorganiser l'État, de diminuer le nombre de strates dans les services des collectivités locales, de repenser la relation entre l'État déconcentré et l'État central, de repenser la politique de solidarité, non pas pour remettre en cause l'État-providence, mais pour assurer sa pérennité et sa durabilité. Et ça doit se faire dans un contexte où les corps intermédiaires, les organisations syndicales les plus réformistes, sont sollicités pour aider à faire le compromis utile. Ce qui veut dire que les organisations syndicales réformistes doivent être vraiment réformistes, c'est-à-dire chercher la solution et non la posture, qu'il faut avoir le courage de négocier avec les organisations syndicales réformistes les compromis utiles plutôt que de vouloir les anéantir au motif qu'il n'y a rien de plus beau que la verticalité jupitérienne. Et moi, je suis très critique de la manière dont le dialogue social a été conduit pendant les dernières années, avec cette volonté de faire en sorte, au motif qu'on était réformiste, de rendre absolument impossible le dialogue avec les organisations réformistes pour les avoir affaiblies continuellement, alors même qu'il n'y a aucune possibilité de faire vivre la démocratie sociale chère à ceux qui ont conçu le programme du Conseil national de la résistance sans syndicats réformistes. Donc c'est non seulement une autre conception de la solidarité, une responsabilité sur la maîtrise des comptes publics, une volonté de sauver l'État-providence, mais aussi une autre conception de la gouvernance, c'est-à-dire davantage de dialogue social, de compromis, pour arriver à faire en sorte que par les compromis, nous puissions trouver les conditions de la réussite de la réforme. Enfin, je termine par un point qui m'a beaucoup frappé au cours des 20 dernières années. Pour un gouvernant, une réforme n'est bonne que si elle fait mal. Un vrai réformiste, c'est quelqu'un qui promet la souffrance, sans jamais mettre au bout de la souffrance le progrès. À force de véhiculer cette idée qu'il n'y a de vraies réformes que dès lors qu'elles font souffrir sans perspective, sans qu'au bout de l'effort il y ait un minimum d'espérance, on finit par confondre réforme et recul. Et la réforme devient impossible si à chaque fois que vous demandez un effort, vous n'êtes pas capable de mettre en perspective la part de mieux ou éventuellement d'espoir qu'il peut y avoir après la réforme, dès lors que la réforme, on a eu le courage de la concevoir, de la mettre en œuvre et de la faire vivre. Et donc, quand je parle d'une modification de la gouvernance, il y a aussi une nécessité de faire en sorte que la réforme ne veuille plus dire recul. Et ce qui, pour moi, doit caractériser la redéfinition de la gauche de gouvernement, ou en tous les cas son repositionnement, c'est la rupture avec la posture, la lucidité sur les échéances, la vérité dite aux Français, la recherche de moyens de gouvernance qui permettent d'atteindre le but, et la capacité, compte tenu de ce qu'est le nouveau paysage politique, de faire tout ça avec d'autres qui ne sont pas nécessairement de cette sensibilité, parce que je pense que tous ces sujets sont liés. S'il devait y avoir une élection présidentielle avec un second tour entre un candidat
de ce qu'on appelle l'arc républicain et le RN, si ce candidat devait gouverner après avoir gagné, pour peu qu'il soit en situation de gagner, il ne pourrait pas gouverner seul. Et donc, si ce candidat est de centre-gauche, il faudra qu'il soit capable de faire une coalition avec d'autres et de créer les conditions du compromis le plus intelligent pour y parvenir. Et si le candidat est centre-droit, il devra faire la même chose avec les personnalités de la gauche raisonnable. Je constate qu'au cours des derniers mois, c'est la gauche déraisonnable qui a été encouragée systématiquement par ceux qui gouvernent, au détriment de ceux qui étaient raisonnables. Et je le regrette grandement, parce que c'est aussi pour cette raison-là que nous sommes dans la situation dans laquelle on est au Parlement et dans le pays, à force de penser que les extrêmes encouragés permettront de se maintenir au pouvoir, on finit par les installer au pouvoir. Alors, on avait prévu d'autres questions, et ça sera peut-être pour une bonne du coup. Pourquoi ? On va passer aux questions du public. Monsieur le Premier ministre, tout d'abord merci pour ces interventions. Monsieur Édouard Philippe, nous sommes ici en Sorbonne, une des plus prestigieuses et anciennes universités d'Europe. Récemment, sur le plateau de LCI, à la question « Est-ce que la colonisation est un crime ?», vous avez répondu « Non ». Dans cette question, Monsieur le Premier ministre, nous nous demandons si vous assumiez d'entendre cette phrase devant un parterre d'étudiants en histoire qui travaillent sur les crimes et les violences du fait colonial, et si oui, comment justifiez-vous cette position ? Merci pour cette question. Merci pour cette question, dont je ne peux pas dire qu'elle me surprenne complètement. Et qui est une bonne question. Vous avez eu la gentillesse de dire que sur le plateau de LCI, c'était lundi soir, un journaliste, en l'occurrence M. Apathy, m'a posé cette question. Et peut-être regardiez-vous l'émission, et si c'est le cas, peut-être avez-vous constaté que la série de questions qui m'étaient posées était une série de questions qui exigeait une réponse par oui ou par non, sur des sujets, si possible, le plus clivant possible. Et c'était parfaitement le droit du journaliste, et je me suis prêté à l'exercice, et je l'assume parfaitement. La question qui m'est posée, c'est « La colonisation est-elle un crime ?» Pourquoi est-ce que j'ai choisi de répondre non ? Pas du tout parce que j'ignore l'histoire de la colonisation. Je ne suis pas étudiant en histoire, mais il se trouve que j'ai fait des études, moi aussi, que j'ai découvert à la fois les crimes abominables pratiqués en Algérie, à Madagascar, à très grande échelle, et en même temps l'histoire de la colonisation telle qu'elle peut être racontée dans la pensée, dans le livre de Raoul Girardet sur l'idée même de la colonisation. Donc évidemment, la colonisation, depuis son début jusqu'à la décolonisation, a été marquée par des crimes documentés et terrifiants, bien sûr. Mais est-ce que, alors même que nous réfléchissons en 2026, 2025, sur un phénomène qui commence pour parler de la seule colonisation française, car notez avec moi que la question de M. Apathy, c'est la colonisation est-elle par principe un crime ? Il ne dit pas la colonisation française. Peut-être parlait-il de la colonisation romaine autour de la Méditerranée, mais je ne l'ai pas pris comme ça. Bon. C'était la colonisation, j'imagine, française. Eh bien,
Le contenu de ma réponse a été de considérer qu'il peut y avoir eu des crimes terribles commis dans l'histoire de la colonisation, ils sont réels. Je ne les conteste pas, je les connais. En tout cas, j'en connais un certain nombre. Mais j'ai beaucoup de mal à dire que les colons, les Alsaciens partis en 1870 d'Alsace et qui se sont installés en Algérie, les Bretons qui sont partis s'installer en Indochine, étaient des criminels. J'ai beaucoup de mal à considérer qu'Albert Camus était un criminel. Alors, ce n'est pas le sens de la question que vous avez posée. J'ai même beaucoup de mal à considérer qu'à l'époque où elle a été pensée, défendue, ceux qui la pensaient, qui la défendaient, étaient des gens qui avaient conscience ou même qui voulaient commettre un crime. Et je vous en donne un exemple, mais vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi, et il y a sans doute beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi dans cette salle. Je vous en donne un exemple. On peut toujours se référer, par exemple, au très bon débat entre Jules Ferry et Gambetta sur la colonisation. Gambetta dit c'est un crime. Jules Ferry dit il y a un devoir de civilisation, nous lançons, nous organisons cette colonisation qui va, en France, dans un certain nombre d'endroits, se traduire par la départementalisation. Bon. Est-ce qu'il faut considérer Jules Ferry comme un criminel? Je ne le crois pas. Je ne dis pas que je suis pour la colonisation. Je ne dis pas qu'il faudrait, ou qu'il fallait la faire, ou qu'il faudrait la refaire. Je dis que sur cette question-là, répondre en un mot, est-ce que la colonisation, par nature, per se, est un crime? Je ne crois pas. Et voilà, c'est le sens d'une réponse que je peux faire aujourd'hui un peu plus longuement à une question qui exige une réponse par oui ou par non. Mais je vous remercie de m'avoir posé la question. Deuxième question, peut-être une dame pour changer. Je vous en prie, parlez bien fort, parlez bien fort. Excusez-moi, ma question va encore s'adresser à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. En tant qu'ex-proche de Monsieur le Président Nicolas Sarkozy et pour qui, selon vous, l'assassinat de Prévost, et en tant que juriste, et d'ailleurs vous aussi Monsieur le Premier ministre Cazeneuve, que pensez-vous de sa récente condamnation? Et aussi, que pensez-vous de ses récents écrits rompant avec le cordon face à l'extrême droite, vous qui êtes des hommes pourtant appelant au Merci. Tu peux pas répondre un peu? Tu veux dire un mot? Je réponds un peu. Bon, moi, je n'ai pas du tout de difficulté pour répondre de façon très, très nette à cette question, pour des raisons qui tiennent au fait que j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'exprimer que pour moi, il y avait une consubstantialité de la démocratie à l'état de droit et qu'on ne pouvait pas amputer la démocratie des principes de l'état de droit et qu'on ne pouvait pas créer les conditions d'un respect des décisions de justice et de l'unité de la nation sur la nécessité de lutter contre toutes les formes de délinquance si chaque décision de justice est commentée à l'aune de l'intérêt politique qu'on a à le faire. Alors ça veut dire pour moi des choses extrêmement précises. Ça veut dire qu'une décision de justice n'a pas à être commentée par ceux qui ont une responsabilité institutionnelle ou qui en ont eu une, et peut-être commentée par les avocats qui peuvent avoir une lecture du droit, une interprétation d'un jugement, et par conséquent indiquer que tel jugement peut faire l'objet d'un appel compte tenu des erreurs de droit qui ont pu entacher le jugement en question ou d'une interprétation du droit qui a pu conduire à une décision de justice qui peut apparaître comme étant inadaptée. Deuxièmement, j'ai appartenu à un gouvernement, et c'est même moi qui ai défendu ces textes au banc du gouvernement, qui a considéré que la lutte contre la fraude fiscale, la grande délinquance financière, devait faire l'objet de moyens rehaussés de la part de l'État pour être efficace dans la conduite de cette lutte. J'ai défendu au banc du gouvernement la création du parquet national financier, de l'Agence française anticorruption, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et donc je considère que tout ce qui a été fait pour permettre à la justice de remplir correctement les missions qui sont les siennes lorsqu'elle est confrontée à des affaires financières extrêmement complexes qui appellent des enquêtes et des investigations longues, correspond à un progrès de l'état de droit
et non à la volonté de construire dans l'état de droit des officines politiques destinées à nuire à tel ou tel. D'ailleurs, on se rendra compte, avec le temps long de l'histoire, que la justice aura rendu des décisions défavorables à toutes les sensibilités politiques, dès lors que ceux qui appartiennent à ces sensibilités auront été à l'origine d'infractions graves. Troisième chose concernant ces sujets, comme praticien du droit, passionné par le droit, attaché à l'état de droit, je considère qu'un justiciable, quel qu'il soit, aussi longtemps que la justice n'a pas statué en dernière instance, doit pouvoir bénéficier de la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, je constate que pour ce qui concerne la question qui a beaucoup fait parler, qui est celle de l'exécution provisoire, il n'y a pas dans les textes de loi qui ont été votés d'obligation pour le juge de la prononcer. Il y a même la possibilité pour lui de ne pas la prononcer si les infractions sont considérées comme graves. Et moi, attaché au principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense, je souhaite que, aussi longtemps que la justice n'a pas rendu sa décision en dernière instance, celui qui bénéficie de la présomption d'innocence puisse en bénéficier pleinement, quelle que soit sa sensibilité et quel que soit l'endroit d'où il parle et d'où il vienne. Enfin, il y a un dernier point sur lequel je voudrais m'exprimer, parce que ça fait l'objet de débats, notamment dans la sensibilité politique à laquelle j'appartiens. On ne peut pas, lorsque la justice a rendu une décision, qu'il s'agisse d'une décision en appel, en cassation, d'une décision de non-lieu, qu'il n'y ait pas un refus du juge pour des raisons obscures de renoncer à juger un prévenu, mais qui est une décision prise par lui parce que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour pouvoir déférer devant un tribunal une personne qui est mise en accusation. Je pense que là aussi, quel que soit le cas d'espèce, dès lors que la justice a décidé d'un non-lieu ou s'est prononcée, on ne peut pas continuer à proférer des accusations à l'égard d'individus, sauf à créer les conditions d'une remise en cause de la possibilité pour la justice de dire le droit. Alors ensuite, les appréciations qu'on peut porter sur telle manifestation de mécontentement à l'égard d'une décision de justice doivent toujours utiliser des termes qui soient suffisamment retenus pour ne pas dégrader la parole publique. Mais lorsqu'il y a une décision de justice qui est prise, on ne peut pas considérer que celui qui bénéficie de cette décision de justice, dont la culpabilité est établie ou dont l'innocence est désormais actée, qu'il continue à être coupable ou qu'il continue à être innocent. Quand la justice est tombée, elle est tombée. Et elle passe. Et s'il n'y a pas cette discipline à l'intérieur du corps social, alors il en est fini des principes de l'état de droit. Parce que chacun considérera que la décision rendue par la justice n'est pas bonne aussi longtemps qu'elle ne correspond pas à ce qu'il attend d'elle. C'est pas comme ça que ça marche, l'état de droit. L'état de droit, ça marche selon des principes qui doivent être établis les mêmes pour tous. Quand la justice a tranché, la décision de justice peut être commentée par les juristes, mais elle ne peut pas être mise en cause, sauf à remettre en cause les principes de l'état de droit dans leur ensemble. Je regrette beaucoup que ces principes aient été oubliés et qu'ils ne soient plus en cours aujourd'hui. Donc, voilà ce à quoi l'on devrait s'en tenir. Et on n'a pas à mettre en cause les juges en raison des décisions qu'ils prennent, et on n'a pas à remettre en cause la présomption d'innocence aussi longtemps que les jugements n'ont pas été définitivement rendus, sinon il n'y a plus d'état de droit. Merci Bernard de le dire aussi clairement. Je voudrais quand même, puisque la question m'était également posée, intervenir. Bernard Cazeneuve a évoqué 4 points dans sa réponse. Je les partage tous les 4. Et comme il les a exprimés clairement, je me sens incapable de le faire plus brillamment que lui. Les 4. Je voudrais néanmoins aller un tout petit peu plus loin que lui sur le 3e, c'est-à-dire sur la présomption d'innocence et l'application du droit. À titre personnel,
non pas du tout en tant que juriste, mais en tant que citoyen. J'ai été surpris par la décision consistant à faire exécuter, après la première instance, la peine d'emprisonnement du président de la République. Je ne l'ai pas comprise. Elle ne me paraissait pas, à moi, totalement conforme à ce que j'avais compris des conditions permettant de faire usage de cette faculté. Et j'en ai donc été vivement surpris. Et je l'ai dit d'ailleurs au président Sarkozy. Alors là où vous êtes un peu à côté de la plaque, mais je ne vous en veux pas, c'est quand vous dites que je suis un proche depuis longtemps du président Sarkozy. Ça n'est pas vrai. J'ai du respect pour le président Sarkozy parce qu'il a été président de la République, mais pendant très longtemps, nous nous sommes violemment affrontés. Pour une raison simple, c'est que j'étais un proche d'Alain Juppé, et que les relations entre le président Sarkozy et Alain Juppé ont été, pendant longtemps, intéressantes, contrastées, faites d'un mélange d'estime et d'opposition frontale. Voilà. Donc, et ce que je dis sur le troisième point, je le dis sérieusement, je le dis complètement. J'ai été très surpris. Je n'ai pas compris, et je le dis là encore avec des termes mesurés parce que Bernard nous y incite, la décision après la condamnation du jugement. Franchement, je n'ai pas compris du tout. J'observe du reste que dès que la justice a été saisie de maintien en détention, le président Sarkozy, elle a considéré qu'il n'était pas justifié. Je me permets juste de compléter ce que vient de dire Édouard en réponse à la question que vous avez posée. Car effectivement, dans votre question, vous évoquiez les proximités politiques qui peuvent exister. Je dirais que moi, je mettrais infiniment plus d'ardeur à défendre un adversaire politique qui serait confronté à une remise en cause des principes de droit auxquels je tiens, que je ne le ferais spontanément pour un de mes proches amis. Non pas parce que j'entends abandonner les proches amis à leur sort, mais parce que les principes fondamentaux de droit ne valent vraiment dans l'esprit de ceux qui les défendent que dès lors qu'ils s'appliquent d'abord à ceux auxquels leur pente spontanée, naturelle, politique les conduirait à ne pas vouloir les voir appliquer. L'état de droit, il suppose que l'on veuille appliquer à ceux dont on combat résolument les idées et auxquels on s'oppose politiquement très, très fortement, des principes dont on voudrait qu'ils soient appliqués à ses plus proches amis. Car si l'on ne s'applique pas cette discipline à soi-même, ça veut dire qu'on accepte une application à géométrie variable des principes de l'état de droit en fonction de contingences politiques dont on espère qu'elles serviront la cause dans laquelle on est soi-même engagé. Ça, c'est le contraire des principes de l'état de droit. Moi, j'ai combattu le président Sarkozy toute ma vie sur le plan politique. J'ai fait une campagne aux côtés de François Hollande. J'étais son porte-parole extrêmement vive contre lui quand il a gouverné après. Avant, j'ai été sans concession. Mais ce n'est pas parce que c'est un adversaire résolu que je souhaite qu'on puisse tordre les principes de l'état de droit auxquels je tiens, de manière à ce qu'ils puissent être atteints. D'ailleurs, on ne gagne aucune bataille politique sur le terrain judiciaire, aucune. On gagne une bataille politique sur le terrain des convictions. Bon. Ce qui peut arriver sur le plan judiciaire peut bien entendu entamer le parcours d'un individu, mais s'imaginer que l'on puisse gagner définitivement la confiance d'un peuple sur des considérations de ce type est une illusion. Et si vous êtes attaché au principe de l'état de droit, vous devez faire absolument en sorte que ces principes s'appliquent à ceux qui sont vos plus résolus adversaires. De ce point de vue-là, il y a un auteur qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'il avait une conception très élevée de la justice, qui empruntait d'ailleurs pas simplement au principe de l'état de droit, mais à une certaine culture chrétienne qui n'est pas la mienne lorsqu'il s'agit de ces questions, qui est Mauriac. Et que Mauriac avait été traîné dans la boue par Brasillac, par tous les auteurs de la collaboration, de manière absolument incroyable, avec une violence terrible. Et lorsqu'il s'est agi d'affronter la période de l'épuration,
il est allé personnellement dans le bureau du général de Gaulle pour demander la grâce de Brasillac. Il a demandé la grâce de Brasillac au nom d'un principe que Badinter a défendu plus tard, qui était le refus de la peine de mort. Badinter allait puiser cette conviction dans une certaine conception du droit, de la relation du droit à l'individu. Lui allait puiser cela dans le message du Christ. Mais l'inspiration était humaniste malgré tout. Et il l'a fait contre ses pires adversaires. Il a échoué, puisque Brasillac a été condamné à mort. Et d'ailleurs, lorsqu'il arrive dans le bureau du général de Gaulle a, paraît-il, le dossier de Brasillac ouvert avec Brasillac en uniforme nazi. Si vous êtes attaché au principe de l'état de droit, et c'est ce qui m'a conduit à avoir une amitié très profonde et jusqu'à la fin de sa vie avec Robert Badinter, vous voulez que ces principes s'appliquent à tous, y compris à vos pires adversaires. Donc la question de la connivence que vous pouvez avoir, ou de la détestation que vous pouvez avoir à l'égard de la position politique de tel ou tel, ne peut pas être ce qui dicte la manière dont vous évoquez les principes de droit si vous y êtes attaché viscéralement. On va prendre une dernière petite question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous aurez surtout une dernière petite réponse, Oui, rapide. également. Oui, bah non, mais Bonsoir Monsieur le Premier ministre, merci de votre temps et peut-être par égard pour tout ce que vous nous avez dit avant les deux questions qui viennent de vous être posées, une question quant au budget, c'est le nerf de la guerre, et vous nous avez présenté avec beaucoup de complétude la question de la dépense sociale, quid de la dépense de l'État, quid de ce que, puisque l'un est candidat déclaré, permettez-moi Monsieur le Premier ministre, vous, Monsieur le Premier ministre, pas vraiment, pas encore peut-être. Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet-là? Et je précise par honnêteté intellectuelle et pour les besoins du débat que je ne suis pas de ceux qui considèrent que toucher à vos avantages de Premier ministre ou ces choses-là permettraient d'améliorer quoi que ce soit. Mais je vise plutôt notamment les 1200 agences de l'État ou ces choses-là qui sont une dépense colossale de l'État français et qui, au même titre que la dépense sociale, amèneraient sûrement à des réductions de dépenses drastiques. Ben, vous avez tous entendu la question? Ils n'ont pas tous entendu la question. Je n'ai pas de micro. Ben, moi si. Donc la question porte sur le budget. La question porte sur la façon dont, indépendamment de la manière dont on pourrait réduire la partie de la dette résultant de la dépense sociale, comment est-ce qu'on pourrait venir diminuer la dette, donc les dépenses liées au fonctionnement de l'État. La question est bonne, mais elle est de rang 2, puisque l'essentiel est dans la dépense sociale. Pas l'essentiel, mais la plus importante partie du déficit et son accumulation la plus rapide. Je pense qu'il faut, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Bernard sur la dépense, le déficit, l'efficacité de la dépense, tout ça, ça n'est pas exactement la même chose. Je fais partie de ceux qui pensent que parce que nous vivons dans un monde dangereux, nous allons avoir besoin de muscler notre effort militaire. Je fais partie de ceux qui pensent que le danger le plus important pour le système régalien, c'est la faiblesse de la justice en France, la faiblesse de ses moyens, la lenteur de son fonctionnement et son incapacité finalement à être le facteur d'ordre dans tous les domaines d'ailleurs. Justice civile, justice commerciale, justice prud'homale, pas simplement dans la justice pénale. La justice doit être un facteur d'ordre et ses dysfonctionnements actuels et sa lenteur en font un facteur qui est fondamentalement un facteur de désordre. Et donc il faut donc plus de magistrats, il faut plus de greffiers, il faut plus de moyens. Donc il y a beaucoup d'endroits où on a besoin de plus de moyens. Pas forcément partout. Ce qui est assez frappant dans le système administratif français, c'est qu'il a été pensé sur un mode pyramidal, assez cohérent, du ministre au directeur d'administration centrale, chef de service, sous-directeur, chef de bureau, puis ensuite l'État local, le préfet, la direction. Et il s'est totalement ébouriffé, et le terme est bien choisi lorsqu'on a Bernard Cazeneuve et moi-même en face, s'est totalement ébouriffé au fur et à mesure de l'évolution administrative des 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, avec ce foisonnement de niveaux de collectivité territoriale, qui est quand même tout à fait déconcertant, avec cette autonomisation des parties de l'État, lesquelles décident
en tant qu'opérateur, avec des conseils d'administration, alors même qu'elle relève de politiques publiques qui devraient être portées par l'État. Et quand je dis ça, je ne mets pas en cause les agences, les autorités administratives indépendantes. Il n'est pas anormal que des autorités administratives indépendantes soient autonomes et indépendantes lorsqu'elles régulent l'État en tant qu'il est un opérateur économique. Ça ne me choque pas. Mais les agences et le démembrement de l'État et les complexités dans leur organisation interne et dans leur processus de décision font perdre, il faut bien le reconnaître, l'efficacité à la dépense publique. Et puis vous avez des grandes verticales de l'État qui ne fonctionnent pas bien. J'en prends un exemple. Le ministère de la Culture, un ministère important, je ne connais personne en France, en tout cas je serai le dernier à dire que ça n'est pas un sujet important. C'est un sujet capital en France, la culture. Bon. Mais le ministère de la Culture est une structure administrative qui pilote 85 opérateurs au moins. Au moins. Est-ce que l'administration centrale du ministère de la Culture est véritablement en mesure d'exercer la compétence de tutelle sérieuse sur ces 85 opérateurs? J'en suis pas sûr. Je trouve qu'il y a de la déperdition d'énergie, de la déperdition de dépenses qui exigerait que l'on concentre nos moyens sur ce qui est nécessaire et que l'on soit extrêmement soucieux et rigoureux pour les diminuer là où ils ne le sont plus. Là où nous perdons des calories bêtement en pédalant pour rien dans des sujets. Voilà. Donc je pense qu'il y a dans la réforme de l'État, dans la simplification, des moyens considérables de réduire la dépense publique. Pas parce qu'elle est en soi mauvaise. C'est tellement idiot de dire que la dépense publique est en soi mauvaise. Et parce qu'elle peut être redoutablement efficace. Et la dépense publique inefficace, c'est notre ennemi. Ça devrait être notre ennemi. Alors, et je disais tout à l'heure, la politique du logement, 40 milliards d'euros sur une politique qui n'atteint pas ses objectifs. Franchement, vous vous rendez compte, 40 milliards d'euros? Or, on n'a jamais construit aussi peu de logements. On est à 250 000 logements construits par an, je pense. C'est un point bas historique. Les prix montent, ça ne marche pas. Ça rapporte des sous à l'État, ces 40 milliards de dépenses, parce que vous avez la TVA sur les logements, mais ça ne marche pas. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir faire nettement mieux, mais vraiment nettement mieux. Simplifier la construction et baisser la dépense publique, ça apportera un bien meilleur résultat qu'augmenter la dépense publique quand le système ne fonctionne pas. C'est ça que je veux dire. On est bon? Je sens une hypoglycémie qui monte dans l'hémicycle. Moi, étant en accord avec ce que vient de dire Edouard Philippe, je ne complète pas la réponse. Elle était tout à fait bonne. Alors, pour conclure très rapidement, et c'est une tradition de notre association, je vous propose un questionnaire de Proust, c'est-à-dire que je vais vous poser des réponses très simples et vous allez y répondre peut-être chacun à votre tour. Commençons. Quel est votre mantra? On ne vit qu'un instant et le reste du temps on attend. Ils n'ont pas entendu. On ne vit qu'un instant et le reste du temps on attend. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai coutume de dire haut les cœurs et mort au con. Mais j'aime bien dire aussi vive la République et vive la France. Personnalité historique préférée? Je dirais bien Bernard Cazeneuve, mais il n'est pas encore une personnalité historique. Il est moqueur. Alexandre Dumas. Georges Clemenceau. Le son, le bruit que vous aimez? Le cantique de Racine de Gabriel Fauré. J'aime beaucoup le bruit de la mousse sur la bière. Le son, le bruit que vous détestez? Quand c'est trop fort. Le cri de la haine. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous à votre mort d'entendre vous dire? Bienvenue. Alors moi je sais très bien ce que j'aimerais qu'il me dise. J'aimerais qu'il me dise pas trop tôt,
entre, là-bas, il y a une table sympa, avec une bonne bouteille, il y a ton père et Alexandre Dumas, ils t'attendent. Vous avez remarqué, comme les doigts, il faut toujours une bonne bouteille, hein, la bière. C'est la vie, hein? Moi, s'il m'accueille en me disant « Bonjour mon grand », ce sera déjà un événement. Sur vos applaudissements.